Très bien. Voici la deuxième intervention de l'après-midi. Merci d'accueillir Guillaume Charpia de GitGuardian pour voir DevSecOps pour le déploiement maîtrisé de la détection et puis le secret GitGuardian au sein d'une multinationale américaine. Donc on va voir un exemple concret. C'est ça? Parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, comme monsieur disait, on va parler détection de secrets dans le code source. Juste qu'on s'entende, quand on parle de secret ici, je parle de clés d'API, tokens, certificats, mots de passe de base de données. Globalement, tout ce qui permet à deux systèmes de s'authentifier de manière programmatique. Pourquoi est-ce que la prolifération des secrets dans le code source est un problème? La première chose, c'est que le code source est largement partagé dans vos organisations. Donc, ça transite de la station de développeur vers des répertoires partagés. Vos outils de CI ont accès. Ça finit sur les instances de backup. Donc, globalement, il y a des secrets à peu près partout. On voit qu'il y a des évolutions réglementaires sur le sujet en ce moment. Si vous suivez l'actualité outre-Atlantique, l'année dernière, suite à SolarWinds, il y a eu un executive order de l'administration Biden qui a demandé au NIST, le National Institute of Standard and Technology, de mettre à jour ses recommandations en termes de vérification du logiciel. Et globalement, tout ce qui est credential dans le source code est proscrit pour la suite. Donc la menace, elle est très simple à comprendre. Si par malheur, un acteur malveillant réussit à pénétrer votre GitLab ou si jamais votre code source se fait leaker, pour des acteurs qui vont fouiller dans ce code source, ils font tourner des regex, ils peuvent trouver des clés Amazon, Salesforce, Google, etc. La conclusion, pas de secret dans le code source. Donc là, on va parler de mon client, qui est un gros éditeur de cybersécurité sur la West Coast, présent aujourd'hui, je peux malheureusement pas le nommer, et qui emploie plusieurs milliers de développeurs et qui est très très actif en termes de M&A en ce moment. Donc, il rachète des boîtes dans tous les sens et ça rajoute une complexité puisque c'est différents outils, différentes stacks, différentes orgas, donc très très hétérogène. En plus de ça, en tant qu'éditeur de logiciels, il met à disposition de la communauté ses SDK, ses API, etc. Donc, ils ont une grosse présence sur github.com aussi. Et quand ils releasent du code en open source, ça serait dommage qu'il y ait des clés qui donnent accès à leurs environnements internes. Donc, sur cet acteur qui était déjà relativement mature en termes de sécurité applicative, ils utilisaient déjà Black Duck de Synopsys sur le top 10 OWASP. Ils utilisaient déjà Snyk pour les vulnérabilités dans les dépendances open source. Et ils ont choisi d'utiliser GitGuardian, du coup, pour tout ce qui est détection et rémédiation de secrets dans leurs différentes usines logicielles. Donc, quels étaient les enjeux? J'en ai parlé, grosse hétérogénéité suite à toutes les acquisitions. On avait du GitLab, du Bitbucket, de l'Azure DevOps, et sur la CI, il y avait du Jenkins, du Circle CI, etc. Donc, grosse complexité là-dessus, et ils cherchaient un outil qui soit compatible avec toutes ces stacks. Ils s'étaient déjà lancés sur un chantier d'outils homemade. Bon, c'est des gens qui font du logiciel, ils sont pas mauvais en la matière, mais ils avaient essayé de partir sur un GitLeaks et un Trufflelog qu'ils auraient un peu refactoré à leur façon, et ils se sont rendus compte que trop d'ETP est nécessaire et qu'il y avait beaucoup de problématiques en termes de faux positifs sur la détection d'un côté et énormément de boulot d'intégration pour être compatible avec les différentes stacks. Le troisième point qui était extrêmement important pour eux, c'était de ne pas recruter une armée d'ETP pour traiter les alertes. Donc, ils voulaient vraiment un dev tool qui allait déporter la charge de rémédiation directement sur les équipes de développement avec une équipe sécurité applicative qui serait juste process owner, qui assurerait la gouvernance de cette nouvelle attendue et de cette nouvelle hôtel de sécurité, mais qui n'interviendrait pas sur les incidents. Donc, on ne met pas analyse derrière chaque incident. Et globalement, il y avait un vrai enjeu de shift left, mettre de la security by design à toutes les étapes du process de développement pour baisser les coûts de rémédiation. Donc, comment est-ce qu'on a conçu le mode projet et le déploiement de la solution? La fuite de secret a quelque chose d'extrêmement spécifique, que ce n'est pas une faille de type runtime. Donc, elle ne s'exprime pas dans l'environnement de production, elle s'exprime dans le répertoire de code. Donc, la surface d'attaque, c'est le répertoire de code. Donc, un secret qui serait rentré à un moment ou à un autre dans le Git history, dans une cheater branch et qui n'arrivera jamais dans un environnement de production, peut tout à fait être exploité si elle est valide. Et quand on veut attaquer ce problème, il y a du coup ce stock
de misconfigurations, d'erreurs de codage des 10 dernières années que l'on va devoir adresser. Et il y a ce flux de nouvelles vulnérabilités. Donc tous les mois, les développeurs commettent ces erreurs. Avec ce client, on a pris le parti de d'abord mettre un terme à l'hémorragie. Donc on s'est vraiment focalisé sur le real-time, détecter les nouveaux incidents en temps réel pour en fait se libérer de la bande passante pour ensuite attaquer le stock. C'est un peu l'image de la barque qui est en train de fuir et si on essaye avec un petit godet d'enlever la flotte, finalement on n'a jamais fini, quoi. Une fois qu'on avait bien opérationnalisé ça, on a attaqué le traitement de l'historique. Et là, pareil, il y a une complexité liée à la problématique de fuite de secret, c'est que certains des incidents vont être liés à des collaborateurs qui sont toujours dans l'entreprise. Et du coup, là, ces personnes vont pouvoir attaquer les incidents. Et certains incidents sont liés à des collaborateurs qui ont quitté les effectifs. Donc, qui va me donner du contexte sur le bout de code? Qui va me dire à quoi donne accès cette clé, etc. Ça rajoute beaucoup de complexité. Là, c'est une représentation du SDLC et du cycle de vie d'un commit. Donc, sur la partie gauche, je suis client-side, je suis sur la station de travail du développeur. Sur la partie droite, je suis dans le serveur centralisé, dans le GitLab, dans le Beacon. Nous, on peut appliquer nos scans globalement à toutes ces étapes, du pré-commit, pré-push, pré-receive ou post-receive. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque étape du cycle de vie. Dans cette logique shift left, puisque mon client utilisait majoritairement des GitLab on-prem et des Bitbucket on-prem, on a eu la possibilité de configurer ce qu'on appelle un global pre-receive hook. Donc un admin du Bitbucket ou GitLab, il peut dire maintenant, via l'API de scan GitGuardian, je scanne tous les commits et tous les push entrants sans que les devs n'aient besoin de faire quoi que ce soit. Sur du pré-commit ou du pré-push, par exemple, un dev, il doit générer sa clé d'API, il doit installer le pré-commit framework, il doit installer un wrapper Python qui s'appelle GG Shield, qui est produit par GitGuardian. Donc, c'est des petites tâches, ça fait 15-20 minutes, mais ramené à 5000 développeurs, le change management est quand même non négligeable. Sur le pré-receive, c'était globalement instantané. En moins d'une semaine, on a baissé le flux entrant de 80%, puisque le fichier, lorsqu'il arrive, est scanné. Et si le moteur de détection GitGuardian détecte un présumé secret, on bloque le push. Ça ne rentre pas dans la code base. Le risque et la compromission du secret ne se matérialisent pas. Donc ça, c'est vraiment la meilleure approche. Si vous utilisez github.com ou gitlab.com, malheureusement, il n'y a que ces deux hooks-là qui sont disponibles sur leur offre multi-tenant. On a bien évidemment tout un tas de workflows. Si un dev à un moment estime que c'est un faux positif, on a une commande qu'on appelle break glass qui permet de passer au travers du scan. Et là, ça fait une levée d'alerte côté sécurité. Et du coup, l'équipe peut vérifier que l'ajout de ce credential sur une liste d'exceptions était légitime et que c'était pas une tentative d'exfiltration. Donc globalement, ouais, 80% de réduction sur un flux à plusieurs milliers d'alertes par mois. Server-side, la rémédiation d'une alerte, c'est facile, 3-4 heures en moyenne. Client-side, c'est une histoire de minutes. On fait nombre d'alertes fois nombre d'heures fois prix moyen de l'ETP à l'heure. Et puis on prouve le ROI. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien dans nos solutions, c'est qu'on est vraiment capable de chiffrer un impact financier en termes de temps gagné. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on avait adressé ce flux, on s'est penché sur le stock. Et là, il y a deux cas. Le collaborateur est dispo versus je ne sais pas qui je dois finalement mettre comme primo-intervenant sur un incident en particulier. Dans le cas numéro 1, on a des workflows qui sont intégrés dans la plateforme. Donc le dashboard, après un scan de toute la base de code historique, va générer une liste d'incidents. Et je suis capable d'aller dans les métadonnées Git et d'identifier le dev responsable de la fuite. À partir de ça, j'ai un profil utilisateur dédié à des devs, on se synchronise avec l'Active Directory ou le Okta, et globalement, le dev n'aura accès qu'aux incidents qui sont liés à sa personne. Donc on respecte le principe de moins de privilèges, les concepts de Zero Trust, vous les connaissez tous. On s'est ensuite vraiment penché sur envoyer l'information au bon endroit dans le système utilisé quotidiennement par différentes équipes. Pour certaines équipes, c'était des channels Slack pour l'équipe de dev. Dans d'autres acquisitions et d'autres BU, c'était plutôt un direct message Teams directement aux développeurs. Donc là-dessus, on a pu faire tous ces workflows et toutes ces règles de routing des alertes par API
pour des cohortes d'incidents, en fait, où le client nous exposait sa logique en me disant pour le repo A, B, C, D, je veux que ça soit comme ça, pour C, D, E, F, on fait différemment, etc., etc. On est dans du change, on est dans de l'humain. Les développeurs aiment quand la doc est bien faite, donc on les a accompagnés sur la création d'une doc custom, d'une FAQ, d'une knowledge base interne. Le but, c'est vraiment que les développeurs comprennent très facilement ce qui est attendu d'eux. Là, ici, mon client se focalisait uniquement sur la rotation et révocation des clés, mais ne demandez pas aux développeurs de réécrire le Git history. C'est beaucoup trop coûteux, c'est beaucoup trop complexe et ça n'apporte pas grand-chose en termes de sécurité. Les seuls cas où ils le faisaient éventuellement, c'était pour le code open source qui montre à la communauté et à leurs clients. Pour des histoires d'images, c'est quand même mieux d'avoir du code qui n'est pas truffé de secrets. Bien évidemment, la sécurité, c'est un sport où les métriques ont une importance clé. On veut montrer la perf, on veut montrer l'adoption. Donc, on a des features de reporting dans le dashboard GitGuardian, mais mon client a préféré reconstruire un reporting plus granulaire à l'échelle de chaque BU. Donc, en fait, lui, il a des security scorecards pour chaque business unit et il agrège des KPI de Snyk, de Black Duck et de GitGuardian maintenant. Et du coup, une fois par mois, il fait un point de suivi avec ses homologues de l'engineering et il regarde sur le stock, voilà de combien de secrets on a réduit. Sur le flux, voilà les trends. On est toujours à moins 80% par rapport à la valeur de référence. Et c'est à la fois une forme d'enablement. On donne aux devs la vision sur leurs chiffres. On joue un peu sur la compétitivité inter-équipe aussi. Les devs n'aiment pas avoir du code qui est truffé de vulnérabilité. Donc ça, c'est l'approche un peu plus carotte. Et il y a aussi des points de suivi avec les grands patrons des engineering units. Là, c'est un peu plus bâton. Si ça avance pas, c'est un peu plus top-down. Sur les incidents orphelins, comment est-ce qu'on les identifie déjà? Donc, comme je vous disais, je suis capable d'identifier l'auteur d'une fuite dans les métadonnées du commit. À partir de la liste de tous les offenders, auteurs d'erreurs, je tape cette liste contre l'active directory du client et ça me permet de dire voilà toute la population qui fait plus partie des effectifs. Donc j'étais capable d'identifier tous les incidents liés à des personnes qui étaient parties. Et pour ces incidents, on a décidé de les réattribuer aux security champions des différentes équipes de développement. Donc là, pareil, on a fait tout ça par API. Le client m'exposait des endpoints. Il me disait pour les repos A, B, C, D, E, le security champion, c'est telle personne. Et nous, on faisait des calls d'API dans notre système pour donner accès à ces incidents à ces security champions qui, par défaut, n'y avaient pas accès. Donc là, pareil, on respecte les principes de moindre privilège et même logique de suivi avec du reporting consolidé et, entre guillemets, des discussions mensuelles entre l'équipe sécurité et les équipes de développement. Donc à 6 mois, on a quasiment tari le flux. En fait, les seuls incidents qui rentrent dans le dashboard aujourd'hui, c'est les demandes d'exemption. Quand un développeur dit je veux ajouter une clé de test à une allow list quand j'ai un faux positif. Donc globalement, tout ça, c'est juste revu par l'équipe sécurité a posteriori. Pour 5000 développeurs, le client a que 4 ingénieurs sécurité applicative et il n'a pas recruté des TP en plus. Donc là-dessus, on a vraiment réussi à créer un modèle de responsabilité et de rémédiation qui est extrêmement distribué dans les équipes de développement. Ils ont qu'un seul outil pour toutes les stacks et pour toutes les équipes. Et bien évidemment, il y a un vrai effet de awareness sur des développeurs qui étaient pas spécialement des cadors sur la compréhension du protocole Git, mais qui, par la force des choses, en se prenant des alertes dans leur console, dans leur terminal, se rendent compte de la facilité avec laquelle on peut faire rentrer un credential dans le Git history. Donc ici, on est vraiment, je trouve, sur un beau modèle de mise en place d'un projet DevSecOps, puisqu'on est vraiment dans de la collaboration inter-équipe. C'est un process qui est majoritairement porté sur les devs, même si le chef d'orchestre et l'ordonnanceur de cet outil est finalement un profil sécurité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur son GitGuardian Ev27. Et juste pour vous dire 2 mots, nous, on offre des POC gratuits de 30 jours où on vous autorise à scanner la totalité de votre base de code, tout repo, illimité, pour vous permettre justement de mesurer avec de la vraie donnée votre niveau d'exposition au risque. Et ensuite, on peut parler de la manière dont on peut prouver le total cost of ownership, le ROI, avec ces approches à la fois prévention et détection. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Et tout est clair, c'est parfait.
Prochaine intervention dans 5 minutes.